C'est un plaisir de vous savoir fidèle au rendez-vous de Wikeko. Bonjour à toutes et à tous. On parle aujourd'hui de ce phénomène cyclique connu de tous et qui pourtant chaque année nous surprend et nous réserve des surprises désagréables. Ce sont les inondations. Quelques gouttes de pluie et déjà les rues sont inondées, mettant à mal les politiques de gestion des inondations. Avec les confrères sur ce plateau, on en parle surtout sachant que depuis 2020, il existe un fonds national de réponse aux catastrophes. À quoi sert ce fonds finalement? On se pose la question. Et puis, il y a quelques jours, les États de la CEDEAO ont adopté une nouvelle feuille de route en vue du lancement de la monnaie éco en 2027. Un calendrier qui semble un peu serré étant donné le contexte de pandémie de Covid-19. Alors, cette nouvelle feuille de route est-elle réaliste? On en parle dans le dossier de la semaine. Vous le savez, le premier arrêt qu'on marque d'habitude, c'est le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeko. À compter du 1er juillet 2021, tout vendeur de biens et services sur le territoire national est tenu de délivrer à ses clients des factures normalisées. Cette date consacre en effet la généralisation de la réforme des factures normalisées à tous les secteurs d'activité économique. Mais du fait des incompréhensions et mauvaises interprétations, cette annonce suscite polémique. Quel est le bien fondé de la réforme des factures normalisées? Élément de réponse dans ce reportage de Alessandra Tchoto. Moi, je suis avocat. Vos notes d'honoraires, les clients exigent que ce soit avec les factures normalisées. La voilà une facture. Ce document, délivré en pharmacie, quincaillerie, au niveau des boutiques, hôpitaux et autres lieux aux clients, et qui fait le point des achats ou prestations à la charge de ce dernier. Au Bénin, l'heure est à la réforme de la facture normalisée. Quand on dit facture normalisée, c'est une facture simple, une facture ordinaire que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que désormais, tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là. Et en temps réel, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises. L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMSF, qui est une option numérique permettant à tout type de contribuable d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage, le plus flagrant qui est là, est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise. À la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le chiffre d'affaires que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les assujettis redevables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc, quand toi tu es un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu réclames ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 18% que tu as payé sur ton achat, que ça sera reversé à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient à qui de droit. Ce qui est pour l'État, ce qui revient aux entreprises, pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018, avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenue en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme des factures normalisées, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle taxe. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande d'émettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre. Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations.
Pour des villes durables, les élus locaux et les communautés locales doivent jouer un rôle accru dans la mobilisation de ressources. Mais depuis plus d'une décennie que le Bénin est engagé dans la décentralisation, le constat fait révèle que les capacités financières des communes restent faibles. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? Patrick Adjabodjou nous apporte ici des éléments de réponse. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui malheureusement ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sources n'est pas gardées au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Genotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des tasses. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de tasses, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources. Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. Parlons à présent du numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas seulement les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une Béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin. Rodrigue Babagbeto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais?
on doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zeroz a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et pour toutes les couches. Donc, quand à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un obstacle se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme empreinte dans le digital donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre Aurélie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Echo se poursuit avec Ulvaïs Balogun. D'une rubrique à une autre, à présent, c'est la revue de presse économique. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres et dont plusieurs journaux ont traité. Le gouvernement, lors de sa session hebdomadaire, a décidé de donner vie à l'Agence de développement de l'enseignement technique, ADET. D'après le quotidien du service public, l'importance de cette agence s'explique par la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Entre autres objectifs à atteindre par cette agence, la mise en place d'infrastructures et des équipements de formation adéquats, puis la formation des enseignants formateurs de qualité, garantissant ainsi leur employabilité. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que s'appesantit Fraternité, qui trouve en cette décision une double connotation. D'après le quotidien de Ménantin, le gouvernement a autorisé le recrutement de 662 aspirants pour la formation d'enseignants au profit des lycées techniques agricoles, ce qui colle à l'une des promesses du chef de l'État lors de sa prestation de serment. Patrice Talon affirmait « Notre action consistera à donner une nouvelle impulsion à l'école béninoise pour la rendre plus compatible avec nos besoins. La thérapie consiste donc à privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. Pendant que la thérapie qui a déjà commencé suit son cours, le voile se lève sur l'ossature du budget gestion 2022. Les parlementaires ont d'ailleurs été les premiers à la découvrir suite à la présentation faite par le ministre des Finances. Fraternité s'est penchée sur ce débat d'orientation budgétaire et mentionne dans ses colonnes que la politique économique sur la période 2022-2024 sera orientée vers deux axes principaux que sont la
la consolidation des acquis du PAG 2016-2021 et le relèvement des chaînes de valeur ajoutées pour le développement du secteur de la transformation. D'après le journal, à partir de 2022, l'État poursuivra et renforcera donc les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel, au nombre desquels l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir, en mettant un accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donnant plus de précisions sur le sujet, l'événement précis annonce que les ressources totales du budget général devraient afficher une hausse de 12,6% en moyenne annuelle sur la période 2022-2024. Pour 2022, elles avoisineraient 1570 milliards de francs CFA contre environ 1429 milliards de la même devise en 2021, soit une hausse de 9,7%. Après cette présentation, les députés ne sont pas restés sans formuler à l'endroit du gouvernement des recommandations, au nombre desquelles l'augmentation du SMIC et l'amélioration des salaires et des pensions. Finissons ce tour de l'actualité par ces 235 086 locataires de la classe du CM2, parmi lesquels 194 341 ont réussi à obtenir le précieux sésame pour le collège. Un taux de réussite de 82,67% pour le CEP 2021, d'après le quotidien de Menontin, qui souligne tout de même la régression par rapport au taux de l'année dernière, qui était de 84,70%. Pour les causes de cette chute de 1,99%, la Nation publie les propos du directeur des examens et concours du ministère de l'enseignement primaire, d'après qui ce ne sont que les conséquences de la lutte contre certaines pratiques et supercheries au niveau de certains directeurs d'école. De quoi s'agit-il? Eh bien, par peur d'obtenir 0% de taux de réussite et d'être sanctionnés et déchargés de leur poste pour insuffisance de résultats. Comme c'est le cas depuis 2020, les 10 directeurs s'arrangeaient pour ne présenter que les écoliers dont ils jugent le niveau bon. Mais puisque le propriétaire a toujours un jour, le ministre de tutelle a obligé les directeurs à présenter tous les écoliers du CM2 ayant suivi régulièrement les cours. Du coup, le taux d'inscription a grimpé de 7% cette année. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse. À très bientôt pour un nouveau tour de l'actualité tel que relayé par les canards. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Et nous, on installe ici le plateau décryptage avec les confrères. Je le disais, on parle des inondations, de cette catastrophe naturelle récurrente, la plus récurrente que nous connaissons au Bénin, qui devient ces derniers temps de plus en plus sévère avec les changements climatiques. Et pour en parler donc sur ce plateau, je suis avec Romain Dekadievi. Romain, bonjour. Bonjour à vous, Ivaïs, et bonjour aux téléspectateurs de BB24. À côté de Romain, Fulbert Adjimerossou, il n'est plus à présenter aussi. Fulbert, bonjour. Bonjour, Ivaïs, c'est un plaisir de revenir par ici. Alors, chers confrères, nous voilà encore face à cette ritournelle de pluie. Chaque année, on est confronté aux eaux qui nous envahissent. Oui, d'abord, je suis au regret de constater que malheureusement, on ne parle que des inondations, mais pourtant, il y a aussi des catastrophes comme la sécheresse qui nous crée aujourd'hui, ces derniers jours, beaucoup d'ennuis, mais c'est parce qu'on n'en parle pas souvent qu'on subit énormément aujourd'hui les effets. Je crois qu'on va faire un peu d'autres plateaux pour en parler. Justement. Parlant des inondations, cette année, on a été beaucoup plus surpris parce qu'il fallait attendre le troisième trimestre, notamment entre août, septembre, octobre, pour recevoir les premières alertes de grands propos. Malheureusement, c'est que cette année, c'est venu plus tôt parce que l'embouchure était ensablée depuis pratiquement le début de l'année. Ça n'a pas été désensablé plus tôt et les eaux les eaux pluviales qui sont venues depuis mai ont engendré l'augmentation du débit au niveau des bassins, au niveau du fleuve Mono, au niveau du fleuve Koufo et donc du lac Aémé. Et aujourd'hui, beaucoup de localités ont été embêtées par les eaux
et se sont retrouvés précipitamment dans les inondations. Donc c'est la situation. C'est un peu la situation. Romain, est-ce que face à ces inondations cycliques, est-ce qu'il ne faut pas indexer, on va dire, le manque d'anticipation? Oui, malheureusement, c'est le regret que nous pourrions exprimer autour de cette table, ce plateau, j'allais dire, parce que vous savez, quand on s'appuie un peu sur le plan de contingence nationale, qui n'est que peut-être une réflexion du cadre d'action de Sendai, qui couvre 2015 à 2030, par exemple, ça met strictement l'accent sur la prévention. Parce que pendant longtemps, prenant le cas d'action de Hyogo, on est resté à venir régler les impacts des catastrophes. Mais à partir de 2015, il a été demandé plutôt qu'un accent particulier soit mis sur la prévention. Et Fulbert le disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut dire qu'on est surpris? On n'est pas surpris parce que si vous interrogez les recherches documentaires, on va vous dire que depuis 2000, par exemple, il y a des chercheurs sur le campus d'Abomey-Calavi qui alertaient déjà sur le comblement en réalité de la bouche du roi qui se fermait à petits coups parce que Grand Popo, tout le monde le sait, est frappé par 3 types d'érosion, pour ne même pas dire 4 types d'érosion. Et donc, à force que les marées, les vagues ramènent les sables, que ce soit au niveau du fleuve et même au niveau de l'océan, même le vent aussi qui en rajoute. Vous voyez que cette embouchure se fermait à petits coups. Cette alerte ne date pas d'aujourd'hui normalement. Et malheureusement, les autorités ministérielles, notamment au niveau de la direction de l'environnement et du climat, on s'est empressé ce jour-là pour aller nous dire peut-être que on est en train de jouer au sapeur-pompier un peu comme vous le disiez tout à l'heure. C'est regrettable parce que les conséquences de cet aléa sur tout ce chénal que traverse en fait ce fleuve-là, on ne peut pas l'estimer aujourd'hui. Moi, pas plus tard que la semaine passée, j'étais à Dunko, tout près ici, des projets que le même gouvernement ou bien les partenaires financiers ont permis aux populations environnantes à ce chénal-là, notamment au niveau des mangroves se situant dans cette localité. Le projet concernant, par exemple, l'agriculture biologique que la Banque mondiale a permis aux populations d'implémenter et de se retirer un peu de la pression exercée sur les mangroves. Toutes leurs cultures ont bu de l'eau, par exemple. Donc, vous voyez que par défaut d'avoir anticipé, c'est les dégâts sur dégâts. Et ce n'est pas pour rien, en réalité, qu'on s'interroge chaque année sur les inondations. Fulbert aussi le regrettait tout à l'heure. Mais quand on prend la période de 1990 à 2018 uniquement, vous comprenez que sur l'ensemble des catastrophes naturelles que le Bénin a connues, l'inondation en a eu pour 40%. Mais malgré cette minime portion, c'est l'aléa qui a le plus détruit dans sa surveillance. Donc, vous voyez que parfois quand on dort, sans rien faire, quand les dégâts surviennent, c'est difficile à réparer. On commence à courir. Oui. Alors, Fulbert, comment comprendre qu'après autant d'années d'investissement pour réguler les inondations, on en soit encore aujourd'hui à subir les aléas ou les conséquences des inondations? Non, nous avons un seul problème. Le problème de la prévention, certes, mais le problème de la surveillance, en réalité, des indicateurs. Il faut dire que tout le monde savait à Grand Popo qu'il y a comblement depuis plusieurs mois. Ouais. Je ne comprends pas que le ministère ne soit pas certainement informé plus tôt qu'il y a comblement et qu'on pourrait envisager, faire des projections pour savoir que, attention... Le ministère ne peut pas être informé, la direction de l'environnement... Justement, ça veut dire qu'il y a un problème de surveillance. Il y a un problème de surveillance des indicateurs de l'évolution des écosystèmes qui se posent. Personne, certainement, n'a remonté l'information vers le haut. Je suppose aujourd'hui on parle de chenilles. Les indicateurs sont là depuis. Qui a alerté de ce qu'il y a présence de chenilles dans les champs pour anticiper? On dit qu'aujourd'hui Adunko est sous l'eau. Malheureusement, le maire est parti constater qu'il y a eu un cas de décès il y a 2 semaines. Qui a alerté dès les premiers signes déjà de ce que Adunko est en train d'avoir tel phénomène? On a un problème
à la base, est-ce que c'est les chefs quartiers qui ne font pas leur rôle, qui ne jouent pas convenablement leur rôle? Est-ce que peut-être en remontant l'information, les autorités compétentes n'agissent pas non plus? Il y a un problème quelque part qui fait que la prévention ne bouge pas du tout. On est toujours au même niveau. On attend d'abord les conséquences avant de venir jouer aux pompiers, malheureusement. On a beau maintenant aujourd'hui clamer que l'embouchure est fonctionnelle, mais elle a des dégâts non seulement économiques, parce que beaucoup de ménages ayant perdu de culture, les dégâts du point de vue est sanitaire, parce que l'inondation va engendrer sans doute des maladies hydriques. Mais le poids de tout ça, comparé à ce qu'on aurait pu faire pour prévenir, on ne compare pas, on ne réfléchit pas dans ce sens-là. Et malheureusement, on continue chaque année de revenir jouer aux médecins après la mort. Et malheureusement, j'espère qu'un jour, on finira par retrouver la lumière. Et on espère. Alors, mais ce qui est quand même paradoxal, c'est que depuis quelques années déjà, on a quand même constaté que le gouvernement se préoccupe de plus en plus. C'est le constat paradoxal, il faut le dire. Mieux, moi je vais au-delà. Il n'y a pas cette année où les cadres impliqués dans la gestion des risques de catastrophe ne soient formés. Ça, je peux vous l'assurer parce que pour avoir été un peu plus près quand même de ces acteurs-là, je sais qu'il y a des séances de mise à niveau, mais le problème qu'on a pendant longtemps, c'est le test. Est-ce qu'à un moment donné, nous avons testé réellement le système pour le mettre dans un cas pratique où on suppose que l'aléa survenait? Comment est-ce que les acteurs, de manière collégiale, où chacun peut-être à son niveau peut jouer le rôle qui lui convenait? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Sinon, tout le monde est au courant. Quand on prend par exemple le système d'alerte précoce, que ce soit les points focaux ou bien le chef quartier ou même au niveau préfectoral, on sait le rôle qu'on doit jouer. Mais dès que la situation réelle se pose, on se demande quoi faire en ce moment-là. On oublie carrément tout ce qu'on a appris au cours de ces ateliers d'aide. Donc vous voyez que chacun vient maintenant avec des solutions ce qu'il peut pour peut-être mettre de côté les enseignements scientifiques, ce qui a été démontré par A plus B pour dire que lorsque on dit par exemple que lorsque l'aléa intervient, qu'en 15 minutes normalement, l'information doit parvenir aux populations. Mais regardez le temps qu'a fait cette information liée à l'encombrement de cette embouchure-là. Et que ça soit à la dernière minute, quand les eaux ont envahi. On finit d'envahir. Tout est dévasté. Franchement, donc vous voyez qu'en amont, en réalité, il nous faut tester l'ensemble de nos plans. Le Bénin a tellement de plans. Quand vous fouillez dans cette question-là de gestion des inondations, que ça soit plan Novi, c'est pas encore, en tout cas, le plan de contingence nationale, quel plan? Le plan ORSEC, il y a 2 plans ORSEC, le premier qui a été adapté. Donc vous voyez, il y en a tellement que... Comme le dit Philippe, il faut finalement quitter le plan pour venir dans l'action. Donc vous voyez, c'est juste ce qui nous manque. Et donc il nous faut aussi venir à expérimenter ces plans-là pour voir à un moment donné, quand la situation réelle va se passer là, comment est-ce qu'on pourra réagir? Et je pense qu'en le faisant, pour l'avoir expérimenté 2-3 fois de manière pratique, lorsque la situation réelle viendra, tout le monde saura comment rester dans les rangs pour réduire ne serait-ce que les impacts. Alors au-delà du plan de... Oui, vous voulez réagir? Oui, je profite pour ajuster quelque chose. Par rapport au SAP, moi, je ne vois les alertes du SAP qu'entre... C'est quoi le SAP? Le SAP, c'est le système d'alerte précoce. Voilà. Je ne vois les alertes qu'entre août et septembre. Normalement. Ça veut dire, est-ce que ça dit qu'au cours de l'année, entre janvier et août, ou bien entre novembre et décembre, il n'y a pas de catastrophe au Bénin? Malheureusement, je ne comprends pas qu'on ne fasse des alertes que sur 3 mois. Ce qui veut dire que les points focaux qui envoient les informations pendant ce trimestre-là se disent que les autres mois de l'année ne sont pas prioritaires pour nous. C'est ça, en réalité. Et par conséquent, les autres catastrophes, notamment pouvant venir de l'érosion côtière, pouvant venir donc de l'ensalement de l'embouchure, pouvant venir donc de la sécheresse, ne nous concernent pas. Si on ne met pas dans la tête des points focaux, que quand on est chargé qu'on appelle des risques et catastrophes, on doit veiller, on doit observer tous les phénomènes autour de soi. Ils ne vont que vous alerter que pendant les 3 mois.
où l'on constate qu'il y a inondation dans l'année. Et là, ce n'est pas une alerte parce que tout le monde est bien informé qu'il y a inondation. Je ne vois pas en quoi ça devait devenir une surprise. Ce qui pourrait être surprenant, c'est ce que les alertes, les points focaux pourraient remonter du bas et qui pourraient alerter les autorités. Qu'on alerte par exemple en avril pour dire qu'il y a une situation dans telle localité, ça c'est important parce que tout le monde ne s'attendait pas à ça. Ouais. Mais qu'on alerte en septembre pour dire qu'il y a inondation, bon, vous faites juste votre job, tout le monde sait déjà qu'il y a inondation en septembre. Donc il faut déjà amener les points focaux à aller au-delà de la période de crise pour observer tout phénomène bizarre qu'on pourrait voir dans l'année et qui pourrait créer des conséquences 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas et on s'arrête juste à la période connue de tout le monde. Et c'est là justement la limite. Le plan SAP, en fait, c'est pas un plan multirisque. On parle de plan multirisque si ce plan peut prendre en compte plusieurs risques, un peu comme le disait tout à l'heure Fulbert. Et SAP a été conçu aussi en réponse ponctuelle, justement en ce qui concerne les inondations. Et il faut comprendre que c'est seulement quand cet aléa lié à l'inondation surviendrait que le système d'alerte précoce lié réellement à ce type d'aléa pourrait être mis à, voilà. Mais malheureusement, c'est une limite qu'il faut déplorer. Alors, ce que j'allais dire, au-delà du plan de contingence nationale, il y a également que les communes sont en première ligne de ces chocs-là. Je ne veux pas dire que les plans de contingence dans les communes sont des documents que l'on range au placard. Ça, là, c'est une réalité que tout le monde connaît. Ça n'existe que de l'eau. On a des plans de contingence dans les communes, mais je me demande combien de communes consacrent au moins 10% de leur budget à un plan de contingence. Ça, c'est une question. Même dans les communes à haut risque, comme Grand Popo, je me demande combien l'on réserve annuellement dans le budget à Thiémé et environ, combien l'on réserve annuellement pour le plan de contingence de la commune. Ça veut dire que on est tous dans les paperasses, au fait. On a des plans, on a des documents, mais on ne pense pas véritablement à mobiliser les moyens pour les mettre en œuvre. Et j'ai du mal à comprendre que les élus attendent l'État avant de secourir, avant de venir en appui parce qu'on se dit que bon, l'État a les gros moyens, bon, nous n'avons pas les moyens par ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on investit dans la prévention des risques, dans la mise en œuvre des plans de contingence? Récemment, dans la crise de Grand Popo, dans la crise de l'embouchure, j'ai même entendu quelqu'un me confier qu'il faut un plan de contingence spécifique pour ça. Alors qu'on n'a pas encore eu les moyens de mettre en œuvre le plan de contingence pour la gestion des inondations que l'on connaît tout le temps déjà dans la commune. Il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut responsabiliser les communes. Il faut les aider à avoir les moyens pour gérer les catastrophes. Franchement, sinon, on va rester jusque dans la théorie des documents. Quand il y a un plan, quand il y a catastrophe, vous faites ci, vous mobilisez ci. Mais qu'en est-il des moyens pour les mettre en œuvre? Qu'en est-il des dépenses que l'on répète chaque année aussi? Parce que vous intervenez cette année. Vous savez que l'année prochaine, vous aurez la même crise. Mais on attend l'année prochaine, on reprend les mêmes dépenses. Et chaque année, ça devient une dépense permanente. Alors qu'on peut faire une dépense une fois pour de bon, pour aménager un espace pour les populations, les mettre à l'abri du risque et ne plus faire la même dépense l'année prochaine. Malheureusement, on ne réfléchit pas. Les gens disent qu'il y a des obstacles, que les gens ont enterré leur embryon quelque part. Mais pourquoi on ne met pas en contribution la sociologie pour trouver le moyen de régler une fois pour de bon la question de la gestion des inondations? Moi, je crois que le problème est ailleurs. Et certainement que les gens ont intérêt à gérer la crise chaque année. Peut-être qu'ils trouvent leur compte dedans. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais sur ce plateau, il faut qu'on se dise cette vérité-là. Vous voyez, dans la tête de nos élus locaux, c'est clair et c'est signé point barre là pour dire que quand surviendrait n'importe quel aléa au plan local, ils n'en auront jamais les moyens. Et pourtant, c'est justement pour changer ce paradigme-là que certains parmi eux sont souvent invités à des rendez-vous internationaux pour réellement leur montrer le rôle qui est le leur dans la gestion de ces crises-là. Ils vont au rendez-vous dans quel film? Malheureusement, quand ils vont, c'est justement pour représenter leur commune. C'est pour les frais d'hôtel, si possible, envoyer quelques 2 photos à la famille pour montrer qu'on est allé en tout cas à l'extérieur. Et quand on revient, on va ranger les sons de cloche qu'on a pourtant gongonné dans leurs oreilles pendant peut-être 4 à 5 jours au cours de ce forum-là. Mais quand ils reviennent,
Comment faire pour mobiliser au plan local les ressources pour se préparer et même anticiper sur ces aléas? On ne fait rien. Quand vous les questionnez, le refrain est pareil. Nous n'avons pas les moyens de l'ampleur de cet aléa qui les frappe. Et du coup, étant dans l'incapacité de gérer cet aléa, ça devient alors une catastrophe dans la commune et ils interpellent, l'autorité centrale. Quand on interroge aussi, puisqu'on a parlé de plan, c'est vrai, d'abord que le plan de contingence communale n'est pas mis en œuvre. Ce n'est pas toutes les communes qui l'ont, parce que c'est grâce, si je me souviens bien, au projet PUGEMI que 44 des 77 ont pu obtenir quand même ce plan de contingence-là. Ils ont dû actualiser après quelques oui, années. Justement, la Banque mondiale aussi est rentrée dans le jeu pour actualiser 5 parmi ces plans-là. Mais justement, ces plans disent aussi qu'il faut prévoir des sites d'accueil. Mais vous constatez que lorsque survient l'aléa comme ça, les populations sont d'abord laissées à elles-mêmes. C'est 2-3 jours après, vous allez voir peut-être ils sont allés négocier avec un parent à côté pour voir peut-être une parcelle un peu vierge là, et on construit peut-être quelques hangars. Et le temps pour peut-être la NPC de venir au secours, et lui aussi, elle aussi vient, elle va vous dire aussi que les moyens étant limités, disons, on fait avec les justement, premiers qu'on a su la main. On a la NPC, on a le Fonds national de réponse aux catastrophes. Oui, ce fonds qui est intervenu uniquement, en tout cas seulement en août 2020 passé. Ce fonds est intervenu justement en réponse à cette difficulté parce que pour la plupart du temps, lorsque vous allez sur le terrain, vous interrogez, que ça soit peut-être depuis le site d'accueil ou bien dans les administrations pour voir comment est-ce qu'on gère ces crises-là. À l'aune de vos investigations, vous voyez qu'il y a un problème financier qui se pose. Malgré les appels à fond que lance le ministre. Finalement, c'est Fulbert qui a raison. Au lieu d'investir chaque année à gérer, on peut mettre les moyens une seule fois tout le monde. Mais malheureusement, on attend. C'est justement dans ce sillage-là que le fonds a été créé pour ne serait-ce que venir à l'appui à ce qui se fait déjà. Et c'est le Trésor public qui, en tout cas, garde ces fonds. Et on dit que toute entité peut bénéficier. Maintenant, l'entité doit écrire. Imaginez aussi le contexte brûlant où tout le monde va à gauche, à droite et on se dit qu'il faut encore aller chercher un papier écrit, adresser encore. Ça va faire tout le tour. Voilà, les crises ne connaissent pas le rythme d'administration. Voilà, les crises ont leurs moyens, ont leur temps. Si vous n'agissez pas le plus tôt, les crises vous créent d'énormes soucis, d'énormes ennuis. Malheureusement, on est tout le temps dans les paperasses. Et c'est ça que je dis tout le temps. On a tellement d'ateliers, ateliers de prévention des risques, et plans de contingence. Mais quand on va aux ateliers, on fait quoi? On revient 3 jours après, on dépose les paperasses et puis ça fait encore à la prochaine. Qu'est-ce qu'on fait de ces ateliers-là? Les moyens qu'on a pris pour gagner ces ateliers-là, est-ce qu'on ne peut pas prendre pour réorienter les actions vers des cibles plus précises à la base? Si l'on ne choisit pas les cibles, si l'on ne pense qu'à les inviter à Cotonou pour un atelier 2 jours, et puis ils retournent dans leur ils vont dire, oh, mais vous là, excusez-moi du peu, mais c'est ce qu'ils vont vous dire. Parce que le problème que nous avons à la base est ailleurs, mais vous nous invitez à Cotonou pour bavarder pour 2 jours. Mais pour manger, dormir dans les hôtels. On a quel moyen pour est-ce que ces moyens-là, on ne peut pas utiliser pour faire quelque chose de plus précis à la base? Est-ce qu'on ne pourrait pas éduquer, sensibiliser, donner des orientations en ligne, par téléphone à des élus pour faire ce qu'ils ont à faire au lieu de les rassembler à Cotonou pour bavardage de 2 jours. Aujourd'hui, il faut prioriser les actions, il faut rationaliser les dépenses, mais il faut aussi voir qui est réellement le véritable bénéficiaire. Est-ce que les actions vont à la base concrètement? Il faut penser et repenser la politique de gestion des inondations. Franchement, et tant qu'on n'agira pas tout le temps en amont, surtout ce qui concerne la vie, malheureusement, et beaucoup n'en parlent pas actuellement. Togben, Adunkor et consorts, c'est Cotonou bis. C'est sur le cordon littoral, on installe anarchiquement les gens et à côté, il y a des carrières de sable dont peut-être seul Dieu connaît aujourd'hui les conséquences que ça nous réserve dans le futur.
il ne faut pas qu'on nous dise après que dans 10 ans, qu'on est surpris que Togba et consorts deviennent des marques ingérables. Parce que personne ne le dit pour le moment actuellement. Merci Fulbert. Romain, on va finir là-dessus. Il dit personne ne le dit pour le moment, mais lui et moi, on est d'accord sur ce plateau qu'on est allé à Zunga, tout près ici, à Kokotomé. La zone est détruite déjà. Et pourtant, chaque jour que Dieu fait, on collecte des fonds dans l'exploitation. Je vous rappelle de ce calvaire qu'on a vécu malheureusement. Donc, vous voyez que ce sont nos actions en réalité qui nous traînent dans ce qu'on vit aujourd'hui. Or, quand on interroge le cas d'action du Sandaï, on dit la priorité numéro 1, c'est d'abord la compréhension du risque. Alors, il va falloir encore davantage investir dans ce sens-là. On est en train de parler du projet. En tout cas, concernant la gestion fluviale, tout à l'heure, j'ai ouï dire la fois passée, le DGEC dit que le projet est à sa phase pratiquement terminée. Donc, la phase de ce projet-là est pratiquement prête pour sa mise en application. Et pourtant, les zones qui sont concernées, vous savez, les gens sont toujours dans leur marécage jusqu'à présent. On va inviter le DGEC qui viendra nous expliquer ça. Merci à vous. Vous voyez que le problème est plus profond que ça et que tant qu'on ne va pas réussir à déloger ceux-là qui occupent le cordon où l'eau doit transiter par... On sera toujours confronté à ce problème. Merci Romain Dekadiavi, Fulbert Adjimerossou, merci. C'est un sujet très très passionnant. On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Une nouvelle feuille de route a été adoptée par les États membres de la CEDEAO en vue du lancement de la monnaie éco d'ici 2027. Est-ce enfin le bout du tunnel? C'est la question sur laquelle nous allons débattre tout à l'heure. Mais avant, on suit cet élément témoin. Il va falloir attendre 2027 pour voir le lancement de l'éco, la future monnaie unique de la CEDEAO. C'est la conclusion des chefs d'État de l'organisation ouest-africaine lors de leur conférence le 19 juin dernier. Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026. 2027 sera donc l'année de lancement de la monnaie éco. Pour permettre l'atteinte de la nouvelle échéance communautaire, les chefs d'État adoptent un nouveau pacte de convergence de stabilité macroéconomique. 15 pays d'Afrique de l'Ouest se sont accordés sur le projet de l'éco. Si les États tiennent leur engagement, la zone va entrer en phase de stabilité à partir du 1er janvier 2027. La création de cette monnaie va se dérouler en 2 phases. Dans la première, les pays qui disposent de leur propre monnaie, à savoir la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigeria et la Sierra Leone, doivent lancer une monnaie unique. Dans la deuxième phase, les 8 pays membres de l'UEMOA qui ont en commun le franc CFA vont devoir se greffer à l'éco. Ainsi, tous les pays membres de la CEDEAO vont utiliser une même et unique monnaie. Cette 4e feuille de route intervient près d'1 mois après les états généraux de l'éco tenus à Lomé. À la fin de ce colloque international, une feuille de route en 4 axes a été proposée par les économistes. L'une de leurs suggestions est la création d'une banque centrale communautaire chargée de la gestion d'une monnaie commune. Et voilà la question de l'éco qui nous réunit encore ce matin et on en parle avec notre invité Éric Oquet. Il est économiste chercheur. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et pour m'accompagner dans les échanges, Rodrigue Babagbeto, toujours en place. Ulvaeus Balogun, on est encore là, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, Ulvaeus, vous l'avez dit, après de nombreux reports au calendrier grec, les 15 États de la CEDEAO décident enfin, ou du moins annoncent le lancement de la monnaie unique éco pour 2027 avec une nouvelle feuille de route. Éric Oquet, vous êtes économiste, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. 6 bonnes années pour le lancement de la monnaie éco. Est-ce raisonnable, ou du moins est-ce réaliste? Lorsqu'on parle de la monnaie, généralement, nous allons comprendre que la politique économique qui se divise en 2 grands axes, la politique monétaire et la politique budgétaire. L'axe monétaire est l'axe qui se met en pratique beaucoup plus par les autorités monétaires. Donc, est-ce réaliste ou pas? Je pense que cette question sera peut-être décryptée, mais je suis optimiste.
Vous êtes optimiste et quand la conférence parle par exemple d'une adoption de pacte de convergence et de stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO, ça fait un peu fort ou du moins trop technique. Que comprendre concrètement? Eh bien, merci. Pour cette question, je voudrais un peu faire une petite histoire de pourquoi très brève, hein, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés donc à ce type de monnaie, sinon à une convergence, à un rassemblement autour d'une monnaie unique qui désormais, ou peut-être, aura pour nom ECO. Alors déjà, à la sortie de l'indépendance, dans les années 1963, nous avons les présidents comme Yadema et Yassingbe du Togo, le feu président, et un président nigérien, en son temps, qui ont adopté une tournée dans les 15 pays que compose la CEDEAO dans une seule mission, dans un seul objectif. L'objectif, c'était en réalité d'orienter tous les pays dans le souci d'adopter une monnaie unique. Lorsque nous prenons la CEDEAO, nous avons deux branches. Nous avons la CEDEAO aspect UEMOA, c'est-à-dire les 8 pays qui sont autour de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et nous avons 6 autres pays qui animent la ZMAO, c'est-à-dire la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc à la tête, nous avons le Nigeria, le Ghana et autres. Donc à la sortie de cette tournée, il était déjà retenu que puisque les pays de l'UEMOA s'organisent déjà autour du franc CFA, il va falloir que l'autre zone, c'est-à-dire la ZMAO, essaye quand même d'adopter aussi une monnaie unique et qui par la suite, déjà dans les années 2015, parce que c'était l'horizon qui était donné en son temps, les autres pays, comme les pays de l'UEMOA, puissent se greffer à cette monnaie unique adoptée par les pays de la ZMAO. Donc, alors, moi, je m'interroge, pourquoi est-ce que les pays, on va dire, de l'UEMOA, qui sont membres des pays du franc CFA, pour faire simple, devront se greffer aux pays qui ont l'habitude de la ZMAO, qui ont déjà leur monnaie, chaque pays a déjà sa monnaie. Chaque pays a déjà avait sa monnaie et continue de l'avoir. Eh bien, cette question renvoie à la nécessité de comprendre ce qu'on appelle l'intégration régionale. Lorsque nous parlons de l'intégration régionale, c'est beaucoup bénéfique pour les pays qui se mettent ensemble d'avoir une seule monnaie pour éviter les questions de convertibilité, les questions de taux de change, ainsi de suite. Lorsque vous avez une monnaie unique, lorsque nous prenons les pays de l'euro qui animent donc la monnaie euro, il y a une facilité de convergence et une facilité de développement, puisque qu'on veuille ou pas, la question fondamentale pour la plupart de nos pays, c'est le développement, c'est la croissance économique. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se greffer au franc CFA? Cette question renvoie un peu à l'autonomisation de chaque pays. Lorsque nous allons peut-être obliger les pays de la ZMAO de se greffer au franc CFA... Sachant que c'est une monnaie coloniale, voilà, ça pose un problème. Nous n'allons pas beaucoup entrer dans ces débats-là. Avant cette réunion, ce sommet entre les chefs d'État, il y a eu les États généraux de l'ECO où plusieurs économistes recommandent la création d'une banque centrale chargée de la politique monétaire des pays membres de la CEDEAO. Est-ce que c'est une idée ou du moins une proposition importante? À mon avis, je pense que c'est capital. Quel pourrait être son impact? Son impact, d'abord, la mise en place d'une telle banque, je pense que les pays de l'UEMOA, actuellement 8, ont plus la chance de pouvoir peut-être abriter une telle banque. Parce que déjà dans notre espace, nous avons déjà une grande banque qui rassemble 8 pays, alors que dans l'autre zone, nous avons chaque banque centrale pour chaque pays. Donc, dans ce sens, je me dis peut-être que les pays de l'UEMOA peuvent avoir la chance d'abriter une telle banque. Et son impact est tellement vaste pour la plupart des pays, les 15 pays qui vont peut-être adhérer à cette monnaie. Je pense que l'impact, au-delà de l'aspect peut-être développement, croissance et autres, je pense que ça va activer, ça va peut-être participer aussi au développement du panier du ménagère. De la ménagère, mais on sait tout de même que faire converger un pays tel que le Nigeria, dont le taux d'inflation est de 10%, très élevé,
10%, alors que le taux d'inflation de la zone UEMOA est sous la barre des 2%. C'est pas quand même facile. Ce sera très difficile pour le Nigeria d'y arriver. Bon, c'est pourquoi je disais bien que ce sont les échanges. Ça, les 2%, c'est pour l'UEMOA. Bien sûr. Et puisque nous avons une obligation de réserve à l'étranger, je pense que c'est raisonnable. Mais lorsque nous aurons la possibilité d'abriter notre propre monnaie, je pense que les 10% ne sont pas trop. Eh bien, pour les petites définitions ou bien peut-être les préalables, il faut rappeler que quelques critères de convergence, nous avons noté que les 15 États ont retenu ensemble de rester en dessous de 3% de déficit budgétaire, de 10% d'inflation. Ça veut dire déjà qu'ils ont tenu compte de l'inflation du Nigeria. C'est pourquoi je dis que ce sont les échanges qui enrichissent en réalité la compréhension. Il faut ajouter qu'il y a une dette inférieure à 70%. Oui, une dette inférieure à 70%, c'est alors, mais quand on sait que les pays de la ZMAO, justement, ont leur propre monnaie, et ces pays qui ont des difficultés à garder un taux de change fixe. Bien, quand on va passer à l'éco... en réalité, lorsqu'on parle de taux de change, nous avons deux. Nous avons le taux de change fixe et le taux de change flottant. Bien, chaque pays ou chaque zone a sa politique. Le franc CFA, puisque c'est une monnaie coloniale, a adopté le taux fixe. C'est-à-dire peut-être pour éviter les grincements dedans avec le temps. Mais les pays qui sont autonomes en termes de création, en termes de monnaie, comme le Nigeria, le Ghana et autres, ont opté pour le taux de change flottant. Je pense que lorsque ces 15 pays vont se mettre ensemble, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile pour retenir peut-être la qualité du taux de change à retenir. Puisque peut-être ceux de l'UEMOA vont se battre pour peut-être que le taux de change de la nouvelle monnaie soit fixe, alors peut-être que les pays qui sont habitués à un taux de change flottant vont peut-être aussi militer. Mais qu'est-ce qui serait bien entre un taux de change flottant et un taux de change fixe? Lequel serait plus avantageux pour l'éco? Bien, pour cette question, je pense que c'est beaucoup plus profond. Sa compréhension. Aucun ou aucune de ces politiques n'est sans avantages et n'est sans ses inconvénients. Lorsque vous avez des économies qui ne sont pas fortes en termes de production, par exemple, production intérieure, lorsqu'on parle de la production intérieure dans nos pays, on touche généralement la production agricole puisque nous n'avons pas assez d'industrie. Lorsque vous n'avez pas assez d'industrie, votre production n'est pas assez forte, migrer vers le taux flottant, vers le taux de change flottant est un grand risque. C'est un grand risque pour ces pays. Maintenant que nous allons peut-être adopter une monnaie commune pour 15 pays, je pense qu'on peut peut-être rêver vers ça. On peut peut-être rêver, et au cours des échanges lors de ce sommet, il y a une question qui a été évoquée, c'est la signature avec Paris d'un nouveau traité. Et justement, il y a eu deux voix discordantes parce que certains estiment qu'il faut aller vers un traité avec Paris pour faciliter justement la concrétisation de cette monnaie, et un courant souverainiste au sein de l'UEMOA estime qu'il faut plutôt aller vers une émancipation totale. Cette émancipation est-elle possible? C'est un souhait. C'est évidemment un souhait parce que quand on parle de la politique économique, ça aurait été mieux d'être indépendant. C'est-à-dire d'avoir quand même la possibilité soi-même de manipuler sa monnaie. Mais en l'état actuel des choses, puisqu'il y a 6 années, on sera bientôt en 2027 pour voir la concrétisation de cette monnaie. Évidemment. Mais est-ce que réellement cette émancipation des pays de l'UEMOA, ou du moins de cette zone qui va utiliser la monnaie éco, est possible? Dans mon introduction, je l'avais dit que je suis optimiste. Optimiste parce que nous ne sommes pas incapables. Nous n'avons pas des pays incapables. Lorsque nous prenons un pays comme le Nigeria, en termes de production et en termes d'industrie, un pays comme le Ghana, non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais je veux peut-être rêver pour dire de l'Afrique. Donc le Nigeria, en termes de production, n'est pas une petite nation. Alors, créer 14 autres pays avec cette nation,
je pense qu'on peut rêver vers ça. On peut rêver, mais qu'est-ce qui doit être posé comme action concrètement pour qu'on n'ait pas à revenir encore vers les autres pays, ou du moins vers la France, hein, pour le dire ainsi, puisque c'est le partenaire, ou du moins c'est la nation avec laquelle le traité doit être signé. Bien, quand on dit doit être signé, je me pose encore des questions. La France n'est pas le seul pays qui a peut-être cette ambition. Il y a plusieurs autres pays. Oui. Seulement que la France se donne peut-être, ou bien a plus d'avantages, se positionne en premier lieu, puisque il se dit, ou bien elle se dit qu'elle a déjà en main 8 pays dans 15. Et alors peut-être elle se dit qu'elle gagne déjà la plus grande partie de ces nations. Eh bien, lorsque je viens sur la question, ce que doivent faire déjà nos nations, c'est-à-dire ces 15 pays, c'est déjà avoir conjugué le même verbe. Lequel? Conjuguer le même verbe, c'est oui, il faut évoluer dans le même sens. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, l'UEMOA dit le taux d'inflation ne doit pas être au-delà de 2%, mais le Nigeria, avec peut-être sa monnaie, était à la base de 10%, mais avec les échanges, la CEDEAO s'est convenu qu'il faut peut-être retenir les 10%. Donc déjà, il faut évoluer, il faut travailler dans ce sens. Nos nations doivent s'entendre, on ne doit pas sentir que oui, de l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc si les nations, si nos 15 pays peuvent s'entendre autour des différentes modalités de la mise en place d'une monnaie commune, je pense que aucun pays, fût-il de l'étranger, ne pourra s'ingérer et gagner la part du marché, à mon avis. Et pour un économiste comme vous, cette future monnaie, sur quoi doit-elle être basée? Sur des matières premières agricoles de base, ou plutôt sur un panier de devises? Bien, pour l'enseignement que j'ai eu en économie, je pense donc que la création de la richesse varie d'un pays à un autre. Mais fondamentalement, nous allons peut-être retenir pour la plupart de nos pays, puisque nous avons des espaces agricoles bien développés, il faut orienter nos politiques vers la production agricole. Et pour le faire, il va falloir déjà que nos centres de formation orientent les formations déjà vers la production agricole, c'est-à-dire vers la formation en entrepreneuriat, en création d'entreprises, pour que les jeunes d'ici peut-être 6 années, c'est petit. 6 ans, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il va falloir que les jeunes se positionnent, nous jeunes, qu'on se positionne déjà pour que d'ici 6 ans, que chacun puisse avoir peut-être sa contribution dans la mise en place de cette monnaie. Très bien. Merci Eric Oké, économiste enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Ulvaïus Balogun, on en sait désormais un peu plus sur cette monnaie. Il n'y a plus qu'à espérer que 2027 soit vraiment la bonne. Et voilà, il n'y a plus qu'à espérer que 2027 soit la bonne. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur la page Facebook Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention et donc à dimanche prochain. Merci.